Bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par Orneheim. Nous écoutons aujourd'hui la suite de l'interview de Pierre Ecker, représentant des malades de Lyme dans le groupe de travail de la Haute Autorité de Santé, à l'origine des nouvelles recommandations de bonnes pratiques publiées en juin 2018. La SPILF, donc Société de pathologie infectieuse de langue française, était présente tout au cours de l'élaboration, donc pendant une période qui a duré. Vous avez parlé d'une réunion mensuelle pendant donc plus d'un an, je pense. En fait, de mars 2017 à mars 2018, et comme on travaillait à rédiger paragraphe par paragraphe, la fois d'après on revalidait définitivement ce qui avait été vu la fois précédente, et on passait au chapitre suivant ou à la deuxième moitié du chapitre suivant, puisqu'une douzaine de réunions pour disons quelques chapitres. Il y a des chapitres sur lesquels on a travaillé pendant plusieurs réunions. Et on est arrivé en mars 2018 à un accord sur le texte, avec des véritables avancées, avec des ouvertures. Et c'est là après qu'il y a eu un espèce de blanc. En avril, on a su que le Haut Collège de la HAS avait endossé les recommandations. Et ensuite, il y a eu un espèce de silence qui a duré jusqu'au mois de juin. Et on a appris qu'entre-temps, la SPILF était revenue par des courriers, etc., par hors groupe, pour faire modifier le texte, qui n'était absolument pas prévu et absolument pas régulier, en fait. Oui, en fait, d'un côté, ils participent aux réunions de travail pendant un an, ils ont toute l'attitude de dire ce qu'ils pensent, de discuter. Et puis une fois que le texte a été signé, enfin pas signé, mais en tout cas tout le monde est arrivé à un accord sur un texte qui est présenté ensuite pour être entériné, et la SPILF a commencé à essayer d'agir en dehors du groupe pour modifier le texte après l'accord de toutes les parties. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et donc, il y a eu un certain nombre de modifications qui ont été introduites, dont on a eu connaissance et qu'on a dénoncé. Enfin, tout ça, c'est documenté sur le site de la FMVT. Oui, ce qui est assez frappant, c'est de voir revenir sans arrêt une phrase qui a l'air de tomber comme un cheveu sur la soupe, qui est qu'il faut d'abord faire un test ELISA et ensuite un Western blot. Et en fait, quand on lit le détail de tout ce texte, il semble bien qu'il est clair que les tests sérologiques ne sont pas fiables et qu'on ne peut pas se fier dessus pour faire un diagnostic. Et puis, d'un seul coup, revient comme par magie une espèce de formule toute faite qui est en fait l'ancien. Donc pour ceux qui sont pas forcément tout à fait au fait de ces histoires de tests de sérologie, on avait justement un grand problème depuis longtemps par le fait que ces tests qui sont des sérologies, donc des tests qui dosent les anticorps dans le sang d'une personne, ne sont pas fiables et présentent un certain nombre de faux négatifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont le test va être négatif mais qui sont néanmoins atteints de la maladie de Lyme, que ça c'est quelque chose sur lequel les associations de malades se battent depuis très longtemps, qu'on reconnaisse que les tests ne sont pas fiables et que donc on ne base pas le diagnostic uniquement sur ces tests. Et on pensait qu'on était venu à bout de cette histoire-là. Et puis voilà que revient par la petite porte cette phrase qui dit qu'il faut d'abord un test ELISA et que si ce test est positif, ou douteux, etc. Des formulations très anciennes qui remontent à 2006 et qui réapparaissent comme ça. Donc ça, par exemple, c'est un morceau de phrase qui a été rajouté par la SPILF après que le texte soit fini. Oui, c'est pour ça qu'on a fait rajouter après une autre phrase, disant bien que les membres de la FMVT n'étaient pas d'accord avec ce maintien de la sérologie en 2 temps. Donc c'est clairement indiqué pour pas que on donne l'impression qu'on était d'accord avec cette partie alors qu'elle a été rajoutée. Ceci dit, dans la conférence de presse donnée par l'HAS à la sortie du document, il est indiqué dans le dossier de presse très clairement que le diagnostic de la borréliose de Lyme repose avant tout sur un examen clinique et que les tests sanguins ELISA puis Western blot ne suffisent pas eux seuls pour affirmer ou infirmer le diagnostic. Donc on voit bien que la question est quand même plus délicate. Et justement avec le SPPT, une fois passé les diagnostics différentiels, il est tout à fait possible de proposer un Western blot aux patients qui n'auraient eu qu'un ELISA.
Alors on va justement détailler ce syndrome persistant polymorphe après possible piqûre de tique, donc qui est résumé en SPPT. Donc ça c'est vraiment une avancée parce qu'effectivement ça va permettre aux médecins d'être couverts quand ils ont une certaine approche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment, nous résumer en quoi consiste SPPT et quelles sont les recommandations justement qui sont faites aux médecins dans ce texte lorsqu'ils ont un patient qui présente ce genre de syndrome? Oui, donc le SPPT, où là on voit justement dans sa dénomination, dans le nom même, que le groupe n'était pas toujours d'accord, on n'arrivait pas toujours à se mettre d'accord, puisque c'était soit symptomatologie, soit syndrome persistant, polymorphe après une possible piqûre de tique. Donc entre les deux termes, les deux sont restés. Ce qui est important, c'est de dire que ce SPPT permet de définir un cadre diagnostique pour les malades en errance. Quand on est en présence de douleurs, de fatigue, de réduction des capacités physiques, avec des troubles de mémoire, de concentration, des signes objectifs articulaires, musculaires, cardiaques, neurologiques, cutanés, bien là, il faut vraiment se poser la question. Donc le SPPT, il a été défini d'une manière qui nous semblait claire et qui, pour beaucoup de sociétés savantes, reste une définition trop floue, mais enfin, en tous les cas, la définition, c'est une piqûre de tique possible avec ou sans antécédent d'érythème migrant, puisqu'on sait bien que l'érythème n'est pas systématique, après une triade clinique qui associe plusieurs fois par semaine, pendant plus de 6 mois, disons des douleurs musculo-squelettiques, des céphalées, une fatigue persistante avec réduction des capacités physiques, et des plaintes cognitives du type trouble de la concentration, de l'attention, lenteur dans la réflexion, etc. Et il peut y avoir aussi des signes fonctionnels polyorganiques. Donc, dans ce cas-là, si la sérologie est négative et qu'on a pourtant qu'on a ce tableau, eh bien, le document permet à un médecin de faire un traitement anti-infectieux d'épreuve. Et ça, c'est vraiment une avancée réelle, puisqu'on voit qu'il y a un certain nombre de patients qui vont être améliorés, où les choses vont complètement changer. Ils se traînent depuis des mois et des mois, un traitement démarre, et puis là, assez rapidement, ils voient leur état qui commence à s'améliorer. Alors après, la question qu'on connaît bien, c'est que là, ce qui est proposé, c'est 28 jours, c'est pas en 28 jours qu'on s'en sort si facilement, mais ce que le document propose également, c'est qu'au-delà des 28 jours, c'est que le traitement soit poursuivi, et dans ce cas-là, le médecin, il se met en lien, il se met en relation avec un centre de référence. Donc un autre point important du document, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est l'organisation, la nouvelle organisation des soins, avec 3 parties différentes, les médecins de ville, les centres de référence régionaux, et des centres interrégionaux. D'accord. Donc là, on va reprendre le parcours d'un malade hypothétique, donc qui souffrait de ces symptômes, fatigue, douleur, difficultés cognitives, et que le médecin chez qui le médecin a fait un traitement d'épreuve et où on s'aperçoit qu'il y a des modifications des symptômes, des améliorations, etc. Donc la suite, normalement, ça serait de travailler en liaison avec un centre, mais ces centres donc sont en voie de création. Oui. Donc pour l'instant, évidemment, c'est pas possible. Donc je pense que pour l'instant, le médecin a une certaine liberté à poursuivre le traitement d'épreuves, mais j'ai pas d'affirmation sur ce point-là. Mais disons, ce qui est intéressant dans ce cadre, c'est que une fois que le médecin de ville sera identifié par le centre régional comme ayant une compétence sur le sujet, eh bien, en fait, il est hors de question, et ça c'est un point qu'on a vraiment débattu, il est hors de question que le malade quitte son médecin, enfin que le médecin soit dessaisi de son patient, pour qu'il parte engorger un centre. Le but, c'est vraiment d'avoir une organisation qui est fluide. Et une chose qui est intéressante à dire aussi, ayant participé, disons, au COPIL aussi bien qu'à ce groupe de travail, c'est que d'une part, il y a l'esprit du texte, et de l'autre côté, il y a l'interprétation qui peut être faite du texte. Et le but, actuellement, ce qui est voulu par la DGS, c'est vraiment qu'il y ait une fluidité, une souplesse dans la prise en charge. Le but qui est des centres régionaux, c'est justement que les malades puissent être pris en charge dans un lieu avec une relative proximité et
avec une relative rapidité, puisque ces centres qui seront pluridisciplinaires permettront, dans un laps de temps très court, d'investiguer le malade selon certains tests, enfin selon certaines disciplines, et non pas comme aujourd'hui quand on est en ville, d'enchaîner, enfin dégrainer des rendez-vous de spécialistes, et tout ça, ça peut durer plusieurs mois pendant lesquels on ne va pas bien, et c'est un peu dommage, c'est même gravissime. Mais de toute façon, le patient pourra continuer à être suivi par son médecin traitant habituel à partir du moment où il y a un lien qui se met en place entre un centre et le médecin. Ça sera pas forcément, tous les malades ne nécessitent pas forcément une hospitalisation ou d'être suivis directement par un centre. Oui, tout à fait. Donc là, vraiment, les trois niveaux de l'organisation des soins, médecins de proximité, centres régionaux, centres interrégionaux, c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. C'est on va dire, une actualisation des connaissances de l'ensemble des praticiens. Donc les médecins de ville seront sensibilisés. C'est le but des fiches d'ailleurs qui ont été faites par la HAS, des fiches spécifiques autour de ces recommandations. Donc une actualisation des connaissances aussi bien en ville qu'en milieu hospitalier, et après, disons, une bonne synergie qui permettra aux médecins de ville de monter en compétence par rapport au retour qu'il pourra avoir de la part d'un centre. Et après, si au-delà des 28 jours, donc, si le traitement est poursuivi, on rentrera dans un protocole de recherche observationnelle, c'est-à-dire que l'ensemble des paramètres de traitement, d'amélioration, etc., seront consignés. Donc l'intérêt, quand on voit le nombre de malades qui attendent d'être soignés, c'est que sur des milliers de cas, il y aura des milliers et des milliers d'informations qui vont être consignées, et on pourra justement dégager petit à petit des scénarios et voir certaines évolutions. Là où jusque-là on pensait qu'un traitement au-delà d'un mois ça ne sert à rien, aussi bien dans ce cadre-là, le mois pourrait être dépassé, le mois de traitement, poussé à au moins 2 mois, voire davantage. Et si on se rend compte que dans, je sais pas, moi je dis un chiffre comme ça, 70% des cas, il y a une amélioration à 2 mois et demi, 3 mois, c'est des éléments qui parleront, qui mériteront, qui pousseront à reconsidérer l'ensemble. Parce qu'actuellement, en fait, les ennemis, les détracteurs, les gens qui nient l'existence du Lyme chronique n'arrêtent pas de dire qu'il n'y a pas de preuve de ceci, qu'il n'y a pas de preuve de cela. Mais c'est vrai que on n'a pas vraiment non plus mis en place jusqu'à présent une étude sur le long terme, sur le devenir des malades de Lyme, savoir s'ils se remettent complètement ou pas. En fait, il n'y a jamais eu vraiment d'études de fait. Donc là, ça pourrait être le début, enfin, d'un suivi sur le long terme des personnes qui ont été diagnostiquées Lyme ou SPPT à un moment ou à un autre. Et en fait, le début d'une recherche clinique. Voilà, il y a au moins cet axe-là en recherche. Ça ne doit pas être le seul axe, loin de là. Mais il faut bien voir que même si 600 études ont été observées, et sont consignées dans le document, il y a quand même un vrai déficit en recherche au niveau mondial sur aussi bien les tests que les traitements. Alors donc, qu'est-ce que vous auriez d'autre à rajouter par rapport au fonctionnement à ces recommandations et à l'avenir maintenant que ça permet de dessiner? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il était important d'en arriver là, que c'est vraiment une étape, que ça change par rapport au désert qu'il y avait depuis 2006, et malgré le rapport de 2014, pour l'instant, il n'y a rien qui s'était vraiment activé. Là, le référentiel a changé, il est endossé par la HAS. Donc, ce qu'il faut à présent, c'est arriver à convaincre le plus grand nombre de médecins possible d'utiliser ce référentiel. Mais très bien. Merci beaucoup, Pierre Ecker. Ainsi s'achève ce numéro de Médiatique consacré aux nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la borréliose de Lyme et les autres maladies vectorielles à tiques.